Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré au thème des personnes âgées. La France comptait au 1er janvier 2017 plus de 16 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on estime qu'en 2060, un tiers de la population française sera âgée de 60% ou plus. Maintenant, passons au sommaire. Dans une première partie, nous dresserons un tableau de la vieillesse en France. Dans une deuxième partie, nous verrons ce que signifie vieillir dans notre société. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous étudierons les différentes solutions qui existent pour prendre en charge les personnes âgées. Commençons donc par la première partie. Une expression a fait son apparition dans notre vocabulaire courant. C'est celle de papy-boom. Que signifie-t-elle? Le mot papy-boom correspond au nombre très important de départs à la retraite qui sont logiquement prévus entre les années 2000 et 2020. En effet, la génération des baby-boomers, qui est née entre 1946 et 1964, achève sa vie active. L'INSEE estime ainsi qu'il y aura près de 8 millions de départs à la retraite entre 2010 et 2020 en France. Prenez le temps d'étudier ce schéma qui résume bien le phénomène du papy-boom. Vous pouvez mettre en pause la vidéo afin de pouvoir l'étudier plus en profondeur. On a donc vu que les personnes âgées vont prendre de plus en plus d'importance dans la population française. Mais que signifie en fait être vieux? La vieillesse aujourd'hui recoupe deux réalités. La première, c'est celle du troisième âge. Le troisième âge, c'est les personnes qui sont âgées de 65 à 89 ans. Le troisième âge s'est développé en France grâce à l'allongement de l'espérance de vie et au développement de l'État-providence. Autre réalité de la vieillesse aujourd'hui, le quatrième âge. Le quatrième âge représente toutes les personnes âgées de plus de 90 ans. C'est à partir des années 80 que les sociétés développées ont vu l'émergence des octogénaires, voire des nonagénaires. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les personnes de 80 ans et plus composent la tranche d'âge à la plus forte croissance démographique en France. Nous avons vu que les personnes âgées représentent de plus en plus de monde en France. Mais à quoi est exactement dû l'allongement de la vieillesse? Elle est due en premier lieu à l'amélioration des conditions de vie. Le travail est beaucoup moins pénible et surtout on travaille de moins en moins. Les individus font de plus en plus attention à leur santé et à leur corps, en particulier via l'hygiène ou encore l'alimentation. Il faut aussi savoir qu'avec le développement de la sécurité sociale, l'accès aux soins a fortement progressé. L'allongement de la vieillesse est aussi dû au progrès de la médecine. Au XIXe et au XXe siècle, la recherche scientifique a connu de grandes avancées, notamment sous l'impulsion de Pasteur. Ainsi, les travaux de biologistes comme Pasteur, ainsi dit, Koch, ont permis d'identifier l'origine de nombreuses maladies, de les prévenir et de fabriquer des traitements médicamenteux efficaces grâce au progrès de la chimie. La physique a aussi contribué au développement de technologies nouvelles comme l'imagerie médicale et la radiothérapie, qui ont été inventées grâce à la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de notre cours consacrée à la question suivante: que signifie vieillir dans notre société? Tout d'abord, nous allons parler du coût de la vieillesse pour la société, car le fait d'avoir de plus en plus de personnes âgées engendre un coût économique pour la société française. Tout d'abord, elle pose un problème au niveau des retraites. En effet, le système de retraite français permet de s'arrêter de travailler à un certain âge tout en continuant de percevoir un revenu qu'on appelle pension. C'est un système obligatoire, par répartition et contributif. Nous vous encourageons à revoir vos cours sur le système de santé français. Le problème, c'est que le système des retraites français repose sur une équation: un actif égale un retraité. Le problème, c'est que cette équation de un actif pour un retraité est mise à mal par plusieurs tendances. La première, c'est le vieillissement continu de la population. La seconde, c'est la diminution de la durée de la vie active, qui s'explique à la fois par une entrée plus tardive des jeunes sur le marché du travail et par une diminution importante de l'âge moyen de cessation d'activité. Face au déséquilibre financier qui menace le régime des retraites,
Les gouvernements ont donc dû légiférer. Tout le détail de ces lois se retrouve dans nos cours sous format texte. Première loi à connaître, la loi du 21 août 2003 qu'on appelle aussi la loi Fillon. Deuxième loi à connaître, celle du 9 novembre 2010 qu'on appelle aussi la réforme Woerth. Et enfin, la loi de 2014 doit être aussi connue car elle garantit l'avenir et la justice du système de retraite. Le développement de la vieillesse en France a un autre coût financier pour le système, celui de la dépendance. La dépendance concerne tous les seniors qui sont incapables d'effectuer des gestes du quotidien, comme par exemple se nourrir ou se laver. On considère généralement que l'âge moyen de rentrer dans la dépendance se situe entre 80 et 85 ans. Les prévisions prévoient qu'à l'horizon 2040, le nombre de bénéficiaires de l'APA, allocation pour l'autonomie, augmentera de 63%, et donc que son coût doublera pour atteindre près de 11 milliards d'euros. Voici un schéma qui résume l'impact financier du développement de la vieillesse en France. N'hésitez pas à mettre en pause votre vidéo afin de pouvoir l'étudier plus en détail. Être vieux, cela signifie aussi être plus à même d'être touché par des maladies qui sont spécifiques aux personnes âgées. L'une des maladies les plus connues et les plus tragiques de la vieillesse, c'est celle d'Alzheimer. On estime à plus de 800 000 le nombre de Français et de Françaises qui sont atteints par cette maladie. Chaque année, près de 225 000 nouveaux cas se déclarent en France. La perte de mémoire est le symptôme spécifique de la maladie. La cause de la maladie d'Alzheimer est encore inconnue, mais il y a de nombreuses pistes: facteurs génétiques, déficit de neurotransmetteurs ou encore accumulation de toxiques. Autre maladie liée à la vieillesse, la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurologique qui affecte le système nerveux central et provoque des troubles moteurs. On estime que près de 110 000 personnes sont touchées. Les signes courants de la maladie de Parkinson sont les suivants: un menton qui rejoint la poitrine, un patient courbé vers l'avant ou encore des tremblements constants. Autre maladie à connaître et qui est liée à la vieillesse, la démence. Selon l'INSEE, entre 1,5 et 2 millions de personnes seront atteintes de démence dans le monde d'ici 2030. La démence se caractérise par la déliquescence globale des facultés mentales. On distingue généralement deux types de démence: la démence dégénérative et non dégénérative. La démence dégénérative est actuellement non curable. Autre maladie, encore une fois, l'arthrose et l'ostéoporose. L'arthrose, qui est une maladie des articulations, et l'ostéoporose, qui est une maladie des os, sont des maladies distinctes mais voisines. L'ostéoporose est une fragilité excessive du squelette qui est due à une diminution de la masse osseuse. L'arthrose, quant à elle, se caractérise par la destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation, notamment l'os et le tissu synovial. Seulement 3% de la population des moins de 45 ans est touchée par l'arthrose. Par contre, ce taux passe à 65% après 65 ans et à 80% au-delà de 80 ans. Encore une autre maladie qui est liée à la vieillesse, les troubles de la marche. Il faut savoir que la fracture du col du fémur est très fréquente chez les personnes âgées et entraîne souvent une perte d'autonomie. En France, chaque année, 48 000 fractures sont signalées et 20% des personnes touchées par cette fracture décèdent dans l'année qui suit. Dernière maladie à connaître et qui est liée à la vieillesse, les escarres. Les escarres sont une lésion cutanée liée à une compression des tissus mous entre un plan dur et des saillies osseuses. C'est une plaie profonde et qui ne cicatrise pas seule. Les personnes âgées sont aussi soumises à un phénomène tragique qui est celui de la maltraitance. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la maltraitance des personnes âgées de la manière suivante: c'est un acte unique ou répété, ou l'absence d'intervention appropriée, dans le cas d'une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Il faut savoir que près de 5% des personnes de plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans subiraient une forme ou une autre de maltraitance. On distingue généralement 5 formes différentes de maltraitance: les maltraitances psychologiques, les maltraitances physiques, les maltraitances financières, les maltraitances médicales et les maltraitances civiques.
Il faut aussi que vous connaissiez la notion d'état de péril, qui consiste à exposer une personne âgée à des risques où elle pourrait subir des dommages physiques graves, voire perdre la vie. L'état de péril peut être aussi assimilé à de la maltraitance. Quels sont les facteurs de la maltraitance? Il y a tout d'abord des facteurs individuels, à savoir notamment que les personnes âgées sont souvent en mauvaise santé physique et mentale. Il y a les facteurs liés aussi à la famille, par exemple une cohabitation avec la famille, ou encore une dépendance financière. Il y a aussi des facteurs communautaires. L'isolement social, à la fois des aidants et des personnes âgées, augmente les risques de maltraitance. Pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées, il faut mettre en place des campagnes de prévention. C'est notamment le but avec la création en 2012 de la Journée internationale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Il faut aussi reconnaître le travail formidable de certaines associations, comme les Petits Frères des Pauvres ou encore la Fédération 3977. Maintenant, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre cours, consacrée aux différentes solutions de prise en charge des personnes âgées. Première possibilité d'accompagnement, la prise en charge à domicile. On parle de maintien à domicile tout simplement lorsque la personne âgée fait le choix de rester chez elle. Côté chiffres, on estime que 92% des plus de 75 ans vivent à leur domicile. Lorsque la personne âgée fait le choix de rester à son domicile, elle a besoin d'une assistance régulière pour l'aider à effectuer ses gestes quotidiens. Et c'est pour cela que les différents services d'aide à domicile constituent un accompagnement nécessaire. Notez aussi la nécessité pour la personne âgée d'aménager son domicile. Deuxième type d'accompagnement, les EHPAD. L'acronyme EHPAD signifie Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des maisons de retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. Les EHPAD vont s'adresser à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d'aide et de soins au quotidien. Notez qu'il existe aussi des maisons de retraite non médicalisées qui s'adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans. Ces personnes sont certes en perte d'autonomie, mais n'ont pas encore besoin d'aide et de soins permanents. Tous les EHPAD en France sont régis par ce qu'on appelle une convention tripartite. En effet, les EHPAD sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le conseil départemental et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Les conventions tripartites reposent sur 5 principes fondamentaux. La transparence des coûts et des prises en charge, le renforcement des moyens médicaux, la solidarité envers les personnes âgées dépendantes, une démarche qualitative et la mise en œuvre d'un partenariat. Comment fonctionne concrètement un EHPAD? Les résidents ont une chambre et une salle de bain privative le plus souvent. L'accompagnement est global, c'est très important de le souligner. Les résidents et leurs proches sont déchargés de toute l'intendance quotidienne. Une équipe soignante réalise les soins sous le contrôle d'un médecin coordonnateur. En général, le prix total est égal au prix de l'hébergement plus le prix de la dépendance. Troisième et dernière solution de prise en charge, celle faite par les aidants naturels et familiaux. Sachez que la France compte près de 8,3 millions d'aidants, dont 4,3 millions seulement pour les personnes âgées. 53% des aidants sont des femmes, 57% sont des conjoints et 17% sont des membres de la famille. Ils s'occupent de la personne âgée quotidiennement, souvent en parallèle de leur vie personnelle et professionnelle. Sachez aussi que la loi d'adaptation de la société au vieillissement reconnaît désormais le statut d'aidant familial. Le vrai problème pour les aidants et la famille, c'est le risque d'épuisement. En effet, 30% des aidants ont un sommeil perturbé et 25% se disent angoissés. Les manifestations dépressives sont de 40 à 70% supérieures par rapport à des personnes n'ayant pas de rôle d'aidant. Au fil des études et de l'émergence de la population des aidants, la santé des aidants se révèle être un enjeu social et économique majeur. Quelles sont les solutions d'aide aux aidants? Tout d'abord, il faut faciliter l'accès à l'information et aux professionnels qualifiés qui les soutiendront dans leur rôle. Ensuite, on peut favoriser l'accueil de jour, qui peut être une solution de répit.
Il faut aussi encourager le soutien médical et psychologique. Et enfin, il faut surtout former et accompagner les aidants familiaux. Merci d'avoir suivi ce cours de culture générale consacré aux personnes âgées. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre chat. À bientôt sur Prep Academy.